Frères et sœurs en la communauté de mémoire et de destin, je m'adresse encore une fois à vous en tant que vous êtes les miens et que je suis le vôtre. La communauté de mémoire nous oblige. Nous devons en être conscients. Nous devons nous approprier toutes les références qui fondent notre vivre ensemble, telles que le destin, que je dirais colonial, nous a dessiné le cadre géographique de ce vivre ensemble qui nous oblige. C'est à partir de ce vivre ensemble dont la mémoire se puise dans notre histoire, une histoire qui était avant la colonisation, plutôt peut-être tribale, mais qui reste la mémoire ancrée dans les uns et les autres. Intellectuel, vous avez donc ce défi de pétrir ces mémoires de noir dans la construction de cette conscience d'être une nation, une et indivisible, sur un territoire déclaré également indivisible. C'est un devoir devant lequel beaucoup d'entre nous, je dirais, nous abdiquons en tant qu'intellectuels de construire cela. Je crois que au lendemain des indépendances, c'était à ça que les pères de l'indépendance étaient confrontés, et ce qui a amené des difficultés dans les premières élections que nous avions connues dans cette Afrique. Parce qu'avant l'indépendance, on ne désignait pas les chefs par élection. C'était par succession héréditaire. C'est cela qui prévalait dans presque toute l'Afrique. Et donc nous avons connu les expériences des élections. Il fallait une compétition. Mais comme les références avec lesquelles nous avancions aux élections étaient plutôt localisées au niveau tribal, il y a eu des erreurs ici et là qui étaient presque fatales. Mais l'honneur des pères de l'indépendance du Congo, c'est de s'être relevé très vite, presque spontanément, d'avoir pris conscience qu'il fallait revoir ce vivre ensemble sur d'autres bases. C'est au nom de ce qu'ils ont fait que je dis qu'il faut se rappeler des héros que nous avons eus au Congo, de notre pays. Ce n'était pas de l'idéologie, c'était le sentiment qu'ils avaient de leur humanité. C'est au nom de cela qu'ils ont réagi de la manière que nous connaissons. Donc quand j'évoque Mabiala Manganga, ce n'est pas par chauvinisme. Quand j'évoque Boïta Mbongo, ce n'est pas par chauvinisme. On peut regarder techniquement de façon froide, scientifique, et pour constater qu'effectivement, c'était des gens qui n'agissaient pas par exclusion des uns ou des autres, ni même des Blancs, mais par une sorte de sentiment d'injustice devant l'humanité qu'ils ressentaient en eux. Ils se sentaient comme exclus de l'humanité dans la façon de les approcher. C'est pour ça qu'ils ont été ce qu'ils sont reconnus aujourd'hui par nous, leurs descendants. Ce n'est pas par chauvinisme.
Maintenant, pour le père de l'indépendance. Le père de l'indépendance ne sont pas appuyés sur ces héros de façon machinale puisqu'ils devaient construire des républiques, des États sur un autre mode. Mais eux, ils devaient l'inventer. Ce n'est pas le colon qui devait l'inventer, c'est eux. Avec toutes les difficultés parce que le colon n'a rien fait pour les aider à pétrir cette conscience nationale à partir de leurs références locales, tribales. Attention, la tribalité n'est pas le tribalisme. Et au contraire, les colons ont accentué avec la scie. Moi, je me souviens, dans l'acte de naissance de mon père, c'était écrit race, non pas ethnie, race Lari. Mais c'était des actes de naissance coloniaux. Donc c'était écrit race. Pas tribu ou ethnie, non, race Lari. C'est écrit comme ça. Mais ce n'était pas comme ça qu'ils pouvaient construire des nations unies, modernes. Donc les premiers actes de naissance qui n'ont pas porté cette mention, c'était les actes qui ont été imprimés par ces pères de l'indépendance. Et donc, la guerre de 1959, ce n'était pas une guerre. C'était pas fatal. Ils se sont relevés, alors que les partis politiques n'étaient pas rassemblés, en tant que parti appartenant à telle ethnie. Mais quand les leaders ont commencé à pécher avec accent circonflexe, quand ils ont commencé à pécher, ceux qu'ils ont trouvés comme militants, c'était des gens autour d'eux. Mais ils ont montré au sommet ce qu'il fallait faire. Où est-ce qu'il fallait aller? Même si, parce que convaincre les gens, entrer dans un parti politique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Or là, il fallait préparer des partis pour aller à des élections compétitives. Ce n'est pas des élections consensuelles, vous êtes réunis là où on va choisir qui comme dans une association. Non, c'est des compétitions pour avoir le pouvoir et tout le pouvoir. Tous les pouvoirs. Donc ça s'est passé comme nous savons. Mais la guerre de 1959, ce n'était pas une guerre d'abord. C'était pas une guerre d'abord ethnique. Parce qu'on trouvait de part et d'autre des gens d'autres ethnies. Dans le parti de Opango, il y avait aussi des gens de Poul. Dans le parti de Yulu, il y avait aussi des gens de MSA, de Opango. Et donc certains d'ailleurs ont été rejetés même tués, je crois, par les gens, des gens de MSA qui étaient à l'UDDA qui ont été aussi massacrés. Et inversement, dans le parti de Opango, on trouvait de MSA, on trouvait aussi des gens de Poul. Et dans le parti de Yulu, il y avait aussi des gens d'autres ethnies, comme dans le nord il y en avait, dans le sud il y en avait. Et quand ils ont fait des élections législatives, municipales, c'est ainsi que Yulu a gagné les élections à Pointe-Noire et à Dolisie, non pas avec Delari, mais à Pointe-Noire avec Tchétchelé, à Dolisie avec Pierre Goura. Donc c'était lui qui estimait qu'il avait gagné. Donc Dolisie était une ville conquise par le parti UDDA. Donc on ne va pas dire qu'il n'y a que Brazzaville qui était UDDA. Non. C'était conquis par l'UDDA. Donc il trouvait que... Voilà. Et puis à l'époque, c'était les 3 plus grandes villes. Il y avait Brazzaville, la deuxième ville c'était Pointe-Noire et puis Dolisie. Les autres c'était des bourgades. Donc quand tu as gagné ces 3 villes, tu te sens puissant. Tu te sens presque automatiquement légitime à gagner les élections législatives et donc à gouverner le pays. Donc c'était pas d'abord des considérations ethniques, c'était des considérations politiques. Et là, quand la guerre de 1959 a éclaté, c'était pas Hillary contre l'Emboshi. C'était pas d'abord Hillary contre l'Emboshi.
Parce que bon, à l'époque aussi, il y avait beaucoup de superstitions. Moi, je me souviens, il y a des gens qui initiaient les autres, ceux qui initiaient les autres, ceux qui allaient se battre. La guerre a duré 3 jours. De 59, 3 jours. La guerre a duré. Et pas avec les armes modernes. C'est pas avec les moyens de l'État. C'était des ethnies et on ne choisissait pas pour aller se battre. C'était des gens qui spontanément sont allés, certainement que l'État a péché par la non dissuasion de cette folie. Mais puisque eux-mêmes étaient presque l'otage de leurs militants. Mais je me souviens, moi, ceux qui coupaient, comme on dit, coupaient, comme on dit chez nous, le camon d'invulnérabilité, c'était les bébés qui assuraient l'appui pour ceux qui allaient se battre pour inciser les camons. Donc, ce n'était pas les Lari d'abord contre les Mochis, c'était comme ça, tout confus, parce qu'il y avait concurrence pour les élections. Et quand les Matsuanistes ont été, je dirais, tabassés par les non-Matsuanistes, mais ça se passait entre Lari, c'était pas une tribu contre l'autre. Hein? C'était entre Lari pour des raisons électorales, pas pour des raisons idéologiques. Parce que c'est la conquête du pouvoir. Donc, les gens de l'UDDA considéraient que les Matsuanistes qui refusaient d'aller voter, qui refusaient d'avoir la carte d'identité, la carte même de naissance, qui refusaient d'aller travailler, et pour certains d'envoyer les enfants à l'école. C'était ça que dans les familles, il y avait les familles qui étaient déchirées. C'était pas une affaire de matsuanistes contre les non-matsuanistes. C'était pas une affaire d'anti-matsuanistes. Tous ceux qui se battaient l'UDDA à l'origine, c'était tous des matsuanistes, c'est-à-dire qui voyaient en Matsua un leader. Donc la guerre, ce qu'il y a eu entre les gens les matsuanistes et l'UDDA, c'était pas Matsua contre les autres. C'était pas la personne de Matsua. De toutes les façons, Matsua, si on regarde bien Matsua n'a pas été contre il n'a pas été opposé aux Blancs. Il était opposé à des considérations, à un regard que le Blanc jetait sur le Noir. Et Matsua n'était pas fondateur, n'était pas rassembleur des Lari. Tous ses compagnons, la part des compagnons, c'était d'autres tribus. Il y avait les Bateke, comme Kéré Tenar, il y avait d'autres, Balou, Constant, il y avait qui n'étaient pas des Lari. Ça ne visait même pas le Congo, c'était une cause noire. Donc, c'est cette mémoire, c'est de ces mémoires-là que je parle. Il faut unifier ces mémoires. C'est tout. Et puis, quand Youlou et Opango qu'ils ont compris. Quand ils ont compris, Youlou n'a jamais imposé le parti unique. C'était consensuel entre les deux, ils se sont dit, bon, puisque c'est ça qui fait problème. Bon, partant de là, créer un parti unique. C'est pas Youlou qui avait dit, bon, écoutez, maintenant, je n'avais pas les moyens d'imposer ça. Et il n'y a pas que le Congo qui avait conclu cela. La plupart des pays francophones sont arrivés à ça. Et Youlou, quand il a été désigné, président de la République. Mais c'est ça, c'est la base de la constitution de l'époque. C'est le processus, tous les présidents de l'Afrique francophone, ils sont passés comme ça. C'était pas une élection au suffrage universel direct. C'était des autorités qui avaient été élues, comme le Premier ministre de l'Angleterre, d'ailleurs la plupart des démocraties occidentales. La part des pays occidentaux, à part peut-être la France et le Portugal, je crois. Mais autrement, tous les autres pays, c'est les chefs, disons ceux qui gouvernent, sont élus au suffrage universel indirect. C'est-à-dire, en Italie, c'est ça. C'est pas pour ça que c'est pas une démocratie. En Italie, c'est ça. En Espagne, c'est les parlementaires aussi. Hein, c'est le Premier ministre qui gouverne. Mais quand les Anglais vont aux élections, ils ne vont pas élire tel ou tel Premier ministre. Ils élisent un groupe et le groupe désigne le Premier ministre qui va se présenter devant la reine. Donc c'était comme ça. Donc il faut unifier ces mémoires. C'est tout ce que je demande. Je le propose parce que sans ça, on ne peut pas se trouver avec quelque chose de commun. Il faut partir de quelque part. Et quand on dit l'indépendance était formelle, oui, mais il faut choisir une date à laquelle on célèbre quelque chose. Et puis l'indépendance, aujourd'hui, on remarque que l'indépendance, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Il ne faut pas être comme des rêveurs. C'est un moyen, mais c'est pas une fin en soi.
La preuve, c'est qu'il y a des pays qui fusionnent, qui hypothèquent leur indépendance dans des grands ensembles. Hein? Donc, c'est pas l'indépendance, on peut continuer à la célébrer comme le point de départ de quelque chose de commun, à célébrer en commun. Autrement, on va célébrer quoi en commun? C'est vrai que c'est une indépendance, mais l'indépendance, et puis, il ne faut pas la regarder comme quelque chose qui a été donné, accordé. Non. L'indépendance, parce que le général de Gaulle avait compris que c'est devenu intenable. Là où la France a voulu passer outre en Algérie, ça a été douloureux, ils ont été chassés. Mais parce que la France se disait, bon, peut-être il y a une exception, on va garder l'Algérie parce que c'était devenu une terre d'implantation, alors que chez nous, c'était une terre de colonisation. Donc, d'exploitation, c'est l'Afrique noire, c'est uniquement des terres d'exploitation. C'est pas, les Français ne voulaient pas venir habiter, construire au Congo. C'était des terres à exploiter, des main-d'œuvre à exploiter, c'était tout. Ce qui n'était pas le cas pour l'Algérie. Et ils considéraient l'Algérie comme un territoire français, continuité, comme ça. Donc, enfin, pas à la manière des colonies. Donc, l'indépendance, on peut continuer à célébrer, se vivre ensemble. Au moins ça. Et puis on va construire. Rien n'est fait, tout cuit. Donc c'est pas parce que l'indépendance... De toutes les façons, même si l'indépendance avait été totale, ça allait toujours être un départ, quelque chose, parce qu'on n'avait rien. Il fallait la construire. On allait toujours être dépendant du point de vue industriel. On allait avoir besoin des radios, des télés, tout ça, et puis on allait dépendre des autres. Donc, le vivre ensemble, il est nécessaire. Nous devons le construire. Nous devons, à mon avis... considérer l'étape que nous vivons actuellement comme un moment privilégié pour repétrir ce vivre ensemble. Pardonnez-moi, je passe à un autre audio.